Alors reprenons sur le capteur dit incrémental. Je rappelais que c'était donc 3 pistes, une piste Z au centre, ensuite la piste B en s'éloignant du centre, et la piste A un peu tout à l'extérieur. Ces pistes, donc on les rentre dans un compteur et qui va compter le nombre d'impulsions qui se produisent sur ces pistes. On remarque que je vous ai dit que si on pose qu'un noir à blanc avec une période, on remarque qu'une piste par rapport à l'autre est décalée d'un quart de période. Et que ceci va nous permettre de détecter le sens de rotation et qu'il y a une piste Z qui permet de donner une impulsion par tour pour savoir le nombre de tours fait par le dispositif. Alors si vous vous amusez à compter les noirs et les blancs, vous allez remarquer que sur un tour il y a exactement 32 noirs, 32 blancs. Donc on vous disait que si on fait tourner un dispositif à 1,875 tours par minute, qu'est-ce qui se produit? Il faudrait tracer ces chronogrammes, donc moi je les ai tracés pour vous. Alors qu'est-ce qu'on peut dire dans une explication? 1,875 tours par minute implique qu'un tour se fait en 0,53 minutes. 0,53 minutes, donc un tour, si je le mets en secondes, donc pour passer de l'un à l'autre, je multiplie par 60, je trouve qu'il faut 32 secondes pour faire un tour. Ça me paraît très bien, parce que sachant que il y a 32 zones noires dans le tour et blanches, ça veut dire que la période d'un signal noir-blanc dure une seconde. Donc c'est pour ça que le signal doit durer périodiquement sur une seconde ici. Donc je vous invite donc à tracer les chronogrammes. Pour tracer ces chronogrammes, deux sens de rotation, le sens horaire. Donc le sens horaire, je tourne dans ce sens-ci, donc la piste A étant à l'extérieur, je remarque bien que la piste A va être blanche. Si elle est blanche, elle aura le passage de la lumière, donc un 1 pendant la demi-période, et le noir pendant la demi-période. J'ai donc tracé d'abord cette piste. Je remarque que la piste B, cette fois-ci, elle, et tiens, Mohamed envoie un petit message dans ma vidéo. Je crois qu'il va falloir que je quitte totalement Discord. Voilà, je quitte totalement Discord pour que tu aies embêté. C'est Mohamed encore. Ça continue, Mohamed. Je pense que je vais te disputer quand je te rattrape. Te rattraper par l'oreille la prochaine fois qu'on se voit. Je reprends mon explication. La piste B, elle, par rapport à la piste A, on voit bien qu'elle a un quart, enfin la moitié de sa zone noire quand on va tourner dans le sens horaire qui sera déjà présente. Donc zone noire 0. Donc pendant un quart de la période, elle va être à 0. Ensuite, elle se répète périodiquement avec une périodicité d'une seconde. On voit bien qu'il y a un décalage entre les deux, c'est-à-dire que entre les fronts, ce qu'on va appeler front montant de la voie A, qui est pour passer de l'état bas à l'état haut, A passe avant B, donc ça nous permettrait de déterminer un sens, et que Z, donc il ne va pas y avoir de tour puisqu'on est en train de tourner là, le blanc passe devant le détecteur qui est positionné ici, on aura du blanc sur le petit chronogramme qu'on a, vous pouvez le prolonger plus loin. Par contre, si je tourne dans l'autre sens cette fois-ci, ce que je peux remarquer tout de suite, c'est que Z, il dure une demi, le même temps que la demi-période, donc il va être à l'état bas pendant une demi-période, pendant 0,5 secondes, le reste du temps à l'état haut puisqu'il va repasser vers le blanc. Au niveau de A, qu'est-ce qui va se passer au niveau de A? Quand je vais commencer à tourner, un noir complet va commencer, donc je serai à 0 pendant une demi-période. Je peux tracer donc le signal périodiquement sur une période de 1 seconde. Et pour la partie B, je vois qu'elle va durer la moitié du temps d'un noir, donc 0,25 secondes à l'état bas qui correspond à la 0. Donc on a bien 0,25 secondes et je répète périodiquement le signal. Ce que je peux remarquer, par rapport à ce qu'il y avait avant, cette fois-ci, c'est donc B, le front montant de B, qui passe avant A. Ici, c'était le front montant de A qui passait avant B. Donc si je mets un dispositif qui est fait habituellement avec ce qu'on appelle une bascule D, qu'on ne connaît pas et qu'on ne verra pas cette année, on pourra déterminer le sens de rotation. Donc ça, c'était le codeur dit incrémental. Inconvénient de ce codeur, si la tension est coupée, il perd sa position totale, il faut revenir à l'origine et refaire tous les calculs depuis le départ. Par rapport à celui qu'on avait appelé le codeur absolu, lui, c'est où il est à chaque fois. Il ne sait pas combien de tours il a fait, mais il connaît sa position exacte. Continuons pour nos capteurs. Suivant capteur de vitesse, cette fois-ci un capteur de vitesse, c'est la gênée tachymétrique. Donc ceci n'est ni plus ni moins qu'un moteur à courant continu, donc qui sera alimenté avec une plaie continue, mais on ne l'utilise pas en moteur, cette fois-ci on l'entraîne, ce moteur. On prend l'axe et on le fait tourner. La gênée tachymétrique produit une tension proportionnelle à la vitesse, si on regarde. Regardez bien, la tension de sortie de la tension qui est ici donc est bien proportionnelle à la vitesse que l'on fait tourner l'axe de cette génératrice. La tension est positive dans un sens quand on fait tourner dans un sens et négative dans l'autre sens. Donc on est capable de déterminer le sens de rotation. Si on part dans l'autre sens, la courbe part de ce côté-ci. Vous êtes bien d'accord? Ça,
On pourrait l'avoir vu avec le cours du moteur à courant continu, mais nous ne l'avons pas vu. On vous pose une petite question. La génératrice ci-dessous produit donc une tension de 6 volts. Quelle est la valeur de la vitesse de rotation? Si on voit qu'à 9 volts, on a 1500 tours par minute, il suffit de faire une règle de 3 à 6 volts. Je vois que je tournerai forcément à 1000 tours par minute. Donc, petite règle de 3, 9 volts égale 1500 tours, 6 volts égale point d'interrogation, règle de 3, et on obtient rapidement que la vitesse pour 6 volts est de 1000 tours par minute. Utilisation d'un codeur incrémental, on mesure la fréquence du signal A ou du signal B qui était le codeur incrémental qui était avant, là, vous êtes bien d'accord, et on essaye en fonction de ce chronogramme de déterminer la vitesse de rotation donc du disque qui se trouve ici. Cet exercice sera à traiter donc dans la partie à me rendre pour la semaine prochaine. Dernier capteur qui va nous permettre de déterminer la vitesse, qui est beaucoup plus élaboré, ce capteur, c'est un capteur de type GPS. Donc un capteur de type GPS, faut savoir donc quand il est mis sous plusieurs satellites, il lui faut plusieurs satellites, il faut savoir hein, pour qu'il puisse donner une position, minimum 3, et ben, on va renvoyer ce qu'on appelle des trames. Alors trame, c'est une suite de caractères ou de nombres binaires qui vont passer l'un vers l'autre. Là, on vous a codé en ASCII. La trame, elle est codée ASCII, hein, pour vous expliquer. Donc, on peut rencontrer différentes trames. On n'en a gardé qu'une seule, parce qu'il y a différents types de trames avec des données différentes dans les trames. Celle qu'on a gardée, là, s'appelle la GPRMC. Cette trame commence forcément par le caractère $, et suivi du type de trame qu'elle va recevoir. Elle est séparée, toutes les données sont séparées par des virgules. Alors, la première donnée, c'est l'heure. Bon, voilà qu'il est 22h54 et 46 secondes. Il y a une donnée A qui permet de passer une alerte, on ne va pas en parler. Ensuite, il y a la longitude et la latitude d'où se trouve le GPS avec les directions. Ensuite, ce qui nous intéresse par contre, c'est la donnée qui se trouve juste ici, là, le 30,5, qui est la vitesse de déplacement au sol du dispositif GPS. Et puis ensuite, par la suite, il va y avoir la date, il va y avoir plein de choses, il va y avoir à la fin également un checksum qui permet de faire un calcul mathématique sur tout ce qui est envoyé pour vérifier que à la fin de la réception on n'a pas eu d'erreur. Donc l'ordinateur microcontrôleur qui est en face commence à faire un checksum. Donc ce qui nous intéresse nous dans la trame, c'est la partie qui se trouve ici, là, qui correspond à la vitesse de déplacement au sol du dispositif pour déterminer donc la vitesse de déplacement. Donc ce qui est fait dans vos voitures sur le GPS qui vous donne la vitesse de déplacement de votre GPS. Alors, un petit programme qui vous permet de montrer comment on pourrait extraire cette donnée. Ce qu'on peut remarquer, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, c'est séparé par des virgules. Donc la séparation des virgules, il suffit de compter le nombre de virgules et de lire la donnée qui est derrière. Donc on voit pour i allant de 1 à 7, détection de virgule. Ensuite, se fait un tour, donc ça c'est la fonction for hein, qu'on utilise dans Arduino. Lire la vitesse, donc lire les caractères qui sont derrière. Prendre la vitesse et la multiplier par 1,852 et afficher la vitesse en km par heure. Alors pourquoi tout ça? Les 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après la 7e virgule, je lis ce qu'il y a derrière. Il était bien indiqué que la vitesse c'était en nœuds, donc pour la ramener en km heure, on la multiplie par 1,852 et on obtient la vitesse en km heure. Donc, dernier capteur de vitesse, très intéressant parce qu'il donne en même temps l'heure, il donne beaucoup de choses, la position, etc. Mais plus difficile à mettre en œuvre que les capteurs précédents. Et puis, pas pour mesurer les mêmes choses. Les capteurs précédents étaient plus pour déterminer des rotations, là c'est plutôt des vitesses de déplacement au sol. Les capteurs de température, on peut rencontrer différents types de capteurs de température, 3 types les plus importants, ceux à résistance métallique, ceux à thermistance et ceux à semi-conducteur. Thermistance, on en avait parlé tout à l'heure justement, la première doc qu'on a abordée, c'était le LCP 9700 qui était un capteur à thermistance. La première qu'on va étudier, donc la PT100 qui est un capteur, lui, dit à résistance métallique. On vous dit que la résistance d'un métal varie en fonction de la température. Donc, si on utilise ce phénomène, on est capable, en récupérant une information proportionnelle à la résistance à la température, d'afficher donc une température. La relation entre R et T est pratiquement linéaire. Si vous la regardez, on vous donne sur le côté la formule. On dit que la résistance de cette PT100 là, qui est indiquée ici, est proportionnelle à un nombre R0, facteur de 1 plus alpha T, plus bêta T carré, où T est la température. On remarque bien que ce qui est intéressant, c'est que le coefficient bêta est très très faible, 5,775 10-7,
donc il n'influe presque pas sur la caractéristique et la rend pratiquement linéaire. Donc on peut dire que bêta elle est pratiquement linéaire, car le coefficient est très petit, et on peut écrire que la résistance est R0 facteur de 1 plus alpha t, avec alpha qui vaut 3,9 10-3. Donc R0 égale R0 facteur de 1 plus alpha t. Donc R0 valence sans ohm, c'est pour ça qu'elle s'appelle PT100. C'est la résistance qui vaut 100 ohms à 0 degré. Si vous regardez bien, 0 degré, 100 ohms. Cette résistance, capteur de température résistif, est très performant et coûte très cher, parce que si vous regardez la gamme de température, l'étendue des mesures, il est constitué en platine, l'intérieur est en platine, et permet donc de mesurer des températures allant jusqu'à 800 degrés, ce qui est très important. C'est ce type de capteur qui est utilisé quand vous êtes passé donc en pays la dernière fois, et que je vous ai parlé d'un four solaire. C'est cette sonde de température qui est utilisée à l'intérieur. Sa mise en œuvre, assez simple. On voit que dans Proteus, voici donc ce capteur PT100 qui est en bas. Et pour l'alimenter, on y fait simplement passer un courant constant. On a un petit générateur qui produit un courant constant. On passe à l'intérieur d'une résistance un courant constant, le plus faible possible pour éviter que le passage de ce courant échauffe la résistance, parce que si on commence à échauffer la résistance, il y aura erreur de mesure. Et puis la loi d'Ohm dit que Vs, la tension qu'elle a, c'est R fois I, et on pourrait donner donc R fois I, et si on y met I étant 1 mA 1 10-3, multiplié par R0 qui vaut 100, facteur de 1 plus AT, donc on peut obtenir directement une fonction que l'on va pouvoir tracer ici, donc qui sera tracée dans le cours, enfin dans l'exercice à faire pour la semaine prochaine. Donc connaissant 1 mA, connaissant la formule et en ayant mis bêta de côté, donc en ayant R0 facteur de 1 plus alpha t, le tracé de cette caractéristique sera à faire la semaine prochaine dans le DM à me rendre. Il suffit ensuite de récupérer l'information de la tension qu'elle a, de l'envoyer, si on veut la convertir en un nombre, vers ce qu'on appelle un convertisseur analogique numérique ou un CAN dans le microcontrôleur, et puis d'obtenir donc une tension. Par exemple, si on prend Arduino qui a une tension de 10 bits, enfin une résolution de 10 bits au niveau du convertisseur, une tension de référence de 5 volts, on pourrait donner l'expression de la température en fonction de N. À faire également dans le DM de la semaine prochaine, et en déduire le calcul que va devoir faire Arduino pour obtenir la température. Tout ça sera à remplir dans le DM de la semaine prochaine. Capteur thermique ou semi-conducteur, donc le LM 335, c'est celui-ci qui est ici. Alors lui, on dit dans les deux cas, le constructeur fournit donc directement en sortie du composant une tension qui est proportionnelle à la température. Exemple, il nous donne que la tension de sortie est 10-2 fois la température, avec la température en degrés. Donc on pourrait tracer directement aussi la caractéristique de ce capteur. On voit qu'elle serait également linéaire, et puis la transmettre à un microcontrôleur et calculer l'information provenant donc du microcontrôleur permettant d'afficher la température. Donc ça va vous être également demandé d'être précisé dans le devoir de semaine prochaine. Vous avez, on n'a pas étudié ce capteur-là, hein, c'était un capteur à sortie analogique qui sortait 10 mV par degré, d'accord? Mais si vous regardez, c'est les deux mêmes. Celui-ci sort bien 10 mV par degré, et si je reprends la caractéristique de celui-ci, les 10 mV sont bien ici par degré, vous êtes bien d'accord? Température 0, tension 0, etc. Donc, même caractéristique pour les deux capteurs. Dernier type de capteurs que je vais aborder aujourd'hui sont les capteurs de force, qui vont permettre de mesurer des efforts, des déformations de matériaux. Alors ce sont des capteurs qui sont réalisés à partir de petits fils électriques mis l'un à côté de l'autre comme vous le voyez ici, et au moment où on va faire un effort, ce fil électrique va s'allonger. Si on l'allonge, la résistance de ce fil électrique va être modifiée. Si la résistance est modifiée, la tension aux bornes de ce capteur va être modifiée. Donc on colle ces petites pastilles qui s'appellent des jauges de contrainte, c'est marqué ici, jauges de contrainte, sont collées sur des dispositifs qui s'appellent un corps d'épreuve. Ce corps d'épreuve est le dispositif qui va se déformer, donc il faut que le dispositif soit déformable, et vont permettre donc de mesurer des déformations. On voit bien qu'au moment
ce petit corps d'épreuve, s'il est plat, et ben la résistance va être dans ce format-là. Par contre, si je tire dessus, la résistance, la jauge de contrainte qui se trouve en haut va se trouver en mode allongement, celle qui se trouve en dessous va être en mode compression. Et la variation donc, de la longueur de ce fil qui va être étiré ou compressé va donner une tension différente et donc qui sera proportionnelle à l'effort qu'on va appliquer. Ces dispositifs-là sont utilisés dans les capteurs de poids. Donc le corps d'épreuve est un barreau métallique en aluminium et on y colle 4 jauges de contrainte dessus, et quand on va faire modifier la forme de ce barreau en aluminium, on aura une information qui est proportionnelle au poids. Ce capteur est utilisé par exemple dans le projet ruche qui permet de peser la quantité de miel présente dans la ruche. Il est également présent par exemple sur la barrière d'ECMAC. Vous avez la barrière, il y a une barrière dans la salle où nous travaillons qui permet de mesurer l'effort sur la barrière. Si on venait à mettre par exemple un véhicule et coincé sous la barrière, et ben, on a un petit dispositif. Voilà le corps d'épreuve qui se trouve ici. Dessus, il y a des jauges de contrainte de coller. Et puis le capteur de force, les petites jauges de contrainte en dedans. Si la lisse, qui s'appelle la barre, qui est la lisse, qui vient se rabattre sur la voiture, et ben, une information sera mise en place et évitera justement de détériorer la voiture qui est en dessous. Alors voilà, le cours est terminé pour moi. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais vous préparer et vous mettre en ligne des exercices liés à tous ces capteurs. Je vous souhaite bonne continuation et